En ce moment, je suis pas mal sur les groupes Facebook, tu sais. Je me remets vraiment au cœur du truc, vraiment le truc basique en fait. Au final, tu sais que finalement, tu sais, t'as vu des fois t'as des trucs tellement basiques qui sont devant toi, mais nous on va toujours chercher des trucs encore plus complexes, mais au final, voilà. T'en penses quoi, t'as des groupes Facebook? T'as déjà fait un petit tour dessus, tu regardes un petit peu dans certaines thématiques et tout, ou pas spécialement? Pour être honnête avec toi, j'y suis beaucoup moins sur Facebook parce que, on va dire, faut se l'avouer, c'est plus la plateforme du moment. Je pense que ça peut être. Il reste encore du monde, sauf que je pense qu'aujourd'hui, c'est une tranche d'âge qui est dessus. Les jeunes ne sont plus sur Facebook, ça, Oui, clairement. oui, les Ça, jeunes, ouais. voilà. Ouais, Donc, ouais, bien sûr. si tu cibles les Ouais, jeunes, bien sûr. tout oublie. Non, ouais. Par contre, mon business, quand je faisais de la pub dessus, sur le milieu du bien-être, oui, c'était clairement ma cible. D'ailleurs, je pense que dans le milieu du bien-être, il y en a encore plein. Enfin, ils sont là. Complètement. Ouais, bien sûr. Si aujourd'hui tu es dans ce business-là, si tu es sur cette thématique-là, bien sûr, Facebook, c'est un incontournable. Et pour te dire, pour répondre à ta question, non, bien sûr, j'ai été sur les groupes. J'ai testé même il y a quelques années, lorsque j'avais un e-commerce, justement, toujours lié au milieu du bien-être. C'était sur des bijoux. Voilà, c'est des bijoux un peu de connotation spirituelle, etc. T'avais un e-commerce sur ça, non? Ouais, j'avais un e-commerce, Ouais. c'est ça, voilà. Donc forcément, j'avais créé un groupe et naturellement, j'avais des gens qui rentraient parce que, tu vois, j'envoyais des citations, mais de temps en temps... Ouais, carrément, ouais. Et parfois, je glissais quelques produits. Voilà, je voulais pas non plus trop spammer mon groupe. Les gens, ils se disent, en fait, c'est un groupe de quoi? C'est un groupe de vente. donc, de temps en temps, j'envoyais 2-3 trucs. Et les gens, c'est comme ça qui connaissaient mon shop. Mais bien sûr, je pense que c'est ultra puissant dans la mesure où, encore une fois, c'est une audience qualifiée que tu as. Ouais. Et je sais que tu utilises des techniques, on en a un peu parlé aujourd'hui. Tu étais revenu un petit peu sur des fondamentaux où tu vas aller un peu plus chercher l'humain. En fait, j'avais vu une formation d'affiliation. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à chaque fois à ça. Que en fait, le mec il disait voilà, si tu veux vraiment faire de l'argent en affiliation, moi j'ai commencé en mode avec les groupes Facebook à vraiment répondre à toutes les problématiques de tout le monde en général dans les commentaires et tout ça. Donc apporter de la valeur en gratuit, hein, forcément. Vraiment sincèrement, tu vois, apporter de la valeur en gratuit sans rien attendre. Et c'était comme ça qu'il emmenait les gens vers voilà, les gens avaient besoin de lui pour régler des problèmes sur la plateforme, par exemple sur System.io. Et c'est comme ça qu'après il accompagnait les personnes et il l'aidait, donc ça devenait un peu l'expert technique du truc. Et donc c'est comme ça qu'il l'emmenait à de l'affiliation, parce qu'après les gens, quand il y avait un truc, ils pensaient à lui, tu vois. Et je pense que ça c'est important sur les groupes, qu'on voit souvent ta tête, machin, t'es un peu le mec qui va résoudre certains problèmes que les autres ne résout pas sur ce groupe-là, tu vois. Mais c'est pour ça que je teste pas mal de trucs sur ça en ce moment, tu vois. Et je teste et je vois un petit peu sur voilà, des groupes où il y a moins de monde, on verra plus souvent ta tête. Après, quand c'est des gros groupes où il y a au moins 20 000 ou 30 000 membres, c'est pas toi qu'on voit tout le temps, mais enfin voilà, tu vois. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Sur un autre truc, en fait, j'allais dire, t'as vu, on avait commencé un petit peu à parler de closing, tout ça. Là, en plus, c'est basique, je veux dire, enfin, quand on est un peu dans le business en ligne, on le sait maintenant, mais moi, j'ai testé l'appel, tu vois. Sauf que, en fait, moi, j'ai mis mon bouton d'appel pas sur mes liens YouTube, d'accord? Ok. Donc, c'est-à-dire, quand je dis un appel, c'est un appel de 10 minutes offert, donc où tu passes par Calendly, tu réserves ton appel, machin, gratuit. Et moi, je ne l'ai pas mis sur mes vidéos YouTube parce que je me suis dit, il va y avoir tout le monde enfin, les mecs qui vont arriver, il y en a plein qui vont m'appeler juste pour m'appeler, pour avoir des petits conseils et ciao, tu vois, sûrement gratuit. Du coup, le bouton d'appel, je l'ai mis sur mes pages de vente. Donc, tu arrives, tu veux prendre par exemple une formation, comment passer une image amateur à une image pro avec ta caméra pour avoir un rendu cinéma, ou bien, comme je te disais tout à l'heure, la formation réalisateur de clips, machin. Donc, en fait, tu as le bouton qui accède vers la page de paiement. Et juste avant ça, tu as un autre bouton où, si tu veux en savoir plus, bah, tu réserves 10 minutes d'appel gratuit, tu vois. Là, j'en ai eu un il y a quelques jours, donc il a cliqué, machin. Les appels, maintenant, je les fais sans problème parce que à côté de ça, j'ai en fait un business physique de vidéaste, en mode vidéaste pour les mariages. Okay. Et donc j'ai l'habitude d'appeler les mariés, enfin les futurs mariés qui sont intéressés par ma prestation. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le faire, tu vois. Toi, je sais que tu as fait du closing, tu as fait une formation de closing. Là, la personne, je l'ai eue. Au final, parlait normalement, il n'y a rien eu de... Voilà, il m'a posé des questions. Ouais,
je t'appelle en fait. Ouais, enfin, j'ai réservé l'appel pour avoir des petites informations sur ta formation, etc. Non, non. J'ai pas l'habitude, moi, de faire ça, tu vois. Mais franchement, c'était normal, tu vois. 10 minutes d'appel. Et finalement, derrière, il a pris la formation, il a pris le produit d'appel. Après, normalement, il devrait prendre un visio, un accompagnement, etc. Toi, comme tu as déjà fait une formation de closing, tu as des petits conseils à donner sur des trucs qui peuvent marcher, comme moi dans mon cas, là, comme ça. Comment t'aurais fait, toi? Pour vraiment, si tu veux vraiment faire du. Enfin, si tu veux vraiment vendre derrière, t'aurais fait quoi? Alors, il y a Sur un deux appel approches. de 10 minutes comme ça. Ouais, il y a deux approches. Ton approche, elle est un peu différente parce que il y a le closing de la page de vente où la personne, donc, elle est targetée par une pub. Ok. Donc, ça a suscité un intérêt. Et souvent, à l'époque, quand tu cliquais, tu t'inscrivais, tu laissais ton adresse email et tu arrivais sur un webinaire de 1h30. Ça fonctionne plus, ça. Enfin, ça peut fonctionner, mais ça fonctionne moins bien, en tout cas, qu'avant. Il y a 5 ans, ça cartonnait. Donc, webinaire, derrière, le mec, pendant 1h30, tu l'écoutes. Bon, c'est un vrai tunnel de vente, hein, un webinaire, hein, d'accord? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails d'un webinaire aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. C'est que derrière, tu arrivais donc au bout du webinaire, t'achetais ou t'achetais pas. Tu sortais la carte bleue, tu la sortais pas. Ok. Aujourd'hui, page de vente, appel. Ok. Donc c'est quand même du à froid parce que le mec il a été targeté par une pub, mais il se pose des questions. Donc il est rappelé. Il y a quand même Et une là, petite formation gratuite avec, quand même, ou pas? Ou tu ferais un appel à froid direct? je pense qu'il faut tester. Les deux peuvent fonctionner. Moi, je pense que la manière dont je ferais peut-être un appel tout de suite. Mais encore une fois, c'est une question d'écosystème parce que cette formation gratuite, tu peux l'offrir sur ta chaîne YouTube, tu vois. Et après, tu peux éventuellement l'emmener sur un tunnel de vente avec un call derrière. Ok. Mais, donc, je reviens au premier cas de figure. Donc, plus à froid, il est targeté par une pub. Et là, tu as un closer qui l'appelle. Le closer, il a besoin d'être formé parce qu'il y a quand même derrière une vraie strate. Hein. Comment voilà, susciter de l'intérêt, comment mettre l'accent sur les émotions, comment le faire descendre vraiment. Bon, je ne vais pas faire la formation de closing ici, mais voilà, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot d'écoute et voilà, tu sens plein de choses. Donc ça veut dire que c'est sur un appel de combien de temps en général offert? Ça dépend. Il y a deux manières. Il y en a qui font premier appel 10-15 minutes. C'est pour qualifier le client tout de suite. Il voit si derrière c'est sérieux ou pas et il lui repropose ce qu'on appelle un deuxième appel. Il y en a qui ont une autre stratégie, c'est ils essaient de taper en one shot tout de suite. Ça dure une demi-heure. Ouais. Ça peut durer une demi-heure. C'est-à-dire que le mec il a un script qu'il connaît par cœur hein, et il va aller chercher vraiment tes souffrances, tes C'est ouf, problématiques. avec un script, c'est quelque chose quand même. J'ai du mal, moi, à me projeter avec un script. En fait, le script, c'est une grosse trame, hein, bien sûr. Il y a des choses, il y a des points clés à respecter. Et après, tu y mets un peu ta touche. Mais il y a quand même des étapes à respecter parce que c'est un entonnoir finalement. Et c'est très très bien fait pour que le client, au final, au bout de, je sais pas, 30 minutes, 45 minutes, tu lui proposes ta solution et il accepte ou il n'accepte pas. Et la deuxième solution, c'est le R2 qui est, où on dit, ouais, bah, le mec, il est quand même intéressé. OK, on programme un R2. Ouais. OK. Toi, pour revenir à ta question, toi, c'est différent parce que toi, tu as créé un écosystème. Donc, tu me parlais, tu as fait un call et tout. Le mec, il te connaît déjà. Ouais. Donc, en 10 minutes, tu vois, tu l'as closé, le mec. Parce qu'il c'est vrai. Ouais. il te connaît. Justement, ce serait quoi tes techniques pour vraiment pousser au max? Bah, c'est de donner beaucoup de valeur au mec, c'est-à-dire déjà de créer ton écosystème et d'apporter énormément de contenu. Le mec déjà, et comme je te l'ai dit, il te connaît pas, mais il a l'impression de te connaître. D'ailleurs, tu proposes ta solution, le mec il hésite un peu, tu lui proposes un call de 10 minutes. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir un peu à l'aspect humain. Les personnes, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux qui réponde à leurs peurs. Ils ont des peurs. Peur de se faire arnaquer parce que c'est une formation de merde. Peur qu'ils réussissent pas. Peur que le contenu leur corresponde pas. Ils ont peut-être 10 questions auxquelles tu peux répondre en 10 minutes, tout simplement pour les rassurer
Et à partir de là, le mec, il y va avec la confiance. Il s'est dit, je le connaissais déjà, je trouvais que c'était bien ce qu'il faisait en vidéo. Et là, en plus, je l'ai au téléphone. Parfois, tu as une autorité telle que ça fait un mois qu'il te suit. Sur tes 100 vidéos, il en a regardé, je sais pas, peut-être 50. Et en plus, il te parle. Pourtant, t'es personne, t'es monsieur tout le monde, mais tu prends une t'as une posture de professionnel, et le mec, je dis pas qu'il te regarde comme le Messi, mais comme le pro de la cam, quoi. Voilà, l'expert. Exactement. Et quand tu lui parles en direct, ça fait tellement longtemps qu'il te suit que le mec, il est super content déjà de t'avoir au téléphone. Ah putain, c'est presque une opportunité pour lui, tu vois. Et là, tu le rassures. Et tu le mets en confiance et tu appuies avec tes arguments. Et... Tu penses qu'il y a des techniques pour ça finalement, si tu as réussi à arriver à là, enfin je veux dire que la personne elle est tellement en confiance, déjà c'est vrai que c'est un prospect chaud, on va dire tiède, ouais. Chaud vraiment ou tiède pour toi ça? Ouais, presque à point. Hein. ouais, carrément. Carrément, faut vraiment que tu merdes au téléphone pour que le mec il prenne pas. Parce que forcément il va te poser des questions, t'as les réponses. Et tu vas pas lui dire, non, ma formation c'est de la merde, la prends pas, tu vois. Non, si tu crois en ton produit, tu crois en ton expertise, tu sais que ce que tu vends, ça, c'est de la qualité, tu le convertis à 100% quasiment. Faut vraiment que Donc ce cas de figure-là, c'est pas un bon exemple alors dans ce cas. C'est un exemple comme un autre, mais toi tu parlerais peut-être d'un prospect plus à froid, tu veux dire. Ouais. Plus à froid, comme je te l'ai dit, il faut être très bon. Il faut être un bon closer, ouais. Ah, parce que quand tu closes sur des petites offres, ça dépend. Ouais. Sur les petites offres, psychologiquement, ça... Quand tu dis des petites offres, c'est combien à peu près? On va être en dessous de 500. En dessous de 500 balles, ouais. Ouais, sur des entre quoi? Entre 200 et 500 balles? Entre les deux, on va dire? Ou même en dessous de 200 balles? Non, ouais, tu closes pas pour des... Ouais, closer, il close pas. Sauf si tu closes pour toi-même. Toi, tu closerais à partir de combien? Moi, je close plutôt à partir de 1000 balles, ouais. D'accord, ok. 1000 balles, voilà. Après, les closers, on dirait à leur compte, ils touchent à peu près 50%. Voilà. C'est une moyenne. 40, ouais, c'est pour ça que tu closes sur un... Ok. Donc, en gros, ça se passe comment? C'est quoi, en fait? Par exemple, si tu dois faire la promo d'une formation de quelqu'un, comment ça se passe en tant que closer? En tant que closer, tu prends le mec au téléphone. Ouais. Et je veux dire, et après même pour ce que toi tu récupères, c'est quoi? Donc c'est une partie de sa formation en affiliation, c'est ça, en gros, non? Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Non, mais pour les deux, dans les deux réponses même. La première réponse, c'est que soit l'acquisition de clients, c'est toi qui l'as fait, tu as des strates, tu génères des appels, donc tu gères toi-même ton calendrier. Soit tu as un partenariat avec, tu fais de l'affiliation par exemple, pour un mec qui vend des formations en ligne. Lui, il a une équipe marketing, tout ça, il va récupérer des adresses email, des numéros de téléphone, des rendez-vous, hein, d'accord. Et après, il te file les rendez-vous. Ouais. Mais là, bien souvent, la commission est moindre parce que c'est eux qui t'envoient les prospects. D'accord. Ok. 50%, c'est plus dans le cadre où tu génères tes propres prospects. Donc, il faut être un peu formé au marketing pour générer des prospects, d'accord. Une fois que tu as les calls, tu commences à closer, quoi. Tu closes. Si tu fais la vente, donc c'est ce qu'on appelle les systèmes d'affiliation, soit tu as un bout de code, c'est des liens d'affiliation directement que tu utilises. System.io, un TPE, il y en a plein. ClickBank pour la plateforme américaine, etc. Donc les gens, ils cliquent sur tu arrives à ramener du trafic sur une page de vente, ils cliquent sur un bouton, donc derrière le bouton, il y a ton lien d'affiliation. Les gens, s'ils ils prennent la formation, c'est toi qui empoche. Après, quand c'est des systèmes de closing, souvent, c'est tu fais le call, la personne elle signe, il y a un suivi derrière, hein, donc il y a le mec qui s'occupe de... Enfin, le marketeur qui vend la formation, il a la data, hein, il sait que tu as vendu, toi, tu as une interface avec tes ventes et tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Ouais. Donc l'affiliation, on peut en parler si tu veux, mais il y a plusieurs manières de faire de l'affiliation, que ce soit par le closing. Toi-même, tu vas chercher des offres qui sont commercialisées sur des plateformes comme System.io. Le produit te parle. Tu dis, j'ai envie de vendre ce produit. Tu prends ton lien d'affiliation et tu te débrouilles pour que les gens ils arrivent sur ce lien d'affiliation. Et après, à toi de convertir soit par une page de vente à froid, à chaud, à tiède, soit par un closing. C'est toi qui vois. À partir du moment où tu vends, toi, tu touches ta com, c'est tout.
Toi, tu ferais un closing de combien de temps? De 20 minutes? Enfin, un truc. Non, enfin, je veux dire, non, non, je veux dire, un appel offert de 20 minutes ou 10 minutes, et après, ou non, ou ça serait Ça quoi? en fonction du produit. Si c'est pas un gros produit, que je me sens à l'aise avec ce produit-là parce que je l'ai testé et que je vois que j'arrive à le convertir facilement, j'ai pas besoin de faire de R2, j'arrive à faire du one shot, je le tape en one shot. Ouais, je vais pas perdre de temps, tu vois. Par contre, si je sens que c'est un produit un peu plus délicat à placer parce qu'il coûte un peu plus cher, parce que avec mes premiers calls, je sens que en R1 c'est compliqué, je change de strat. Je passe sur le premier appel où je rassure le mec, je qualifie un petit peu la qualité de sa motivation, et si je vois que ça mérite un R2, je lui accorde. Sinon, je suis prêt au R1 à mettre fin à l'appel en disant ce que je peux te proposer, ça ne te correspond pas et je vais t'orienter vers autre chose. Un partenaire, un collègue ou sur une autre offre, mais je suis pas, voilà, l'offre que je te propose, elle n'est pas faite pour toi. Parce que vaut mieux faire ça que de perdre du temps avec un mec que tu vas replay, il va te mettre un lapin, tu le sens. Ouais, ok. Ouais, donc, ok. Ouais, c'est plutôt comme ça alors, d'accord. Parce que c'est ça que je me demandais, je me disais si vraiment dans le closing, ok. Bon, après, j'imagine il y a plein de techniques. C'est ça, il y a plein de techniques. Chacun travaille différemment. Surtout quand tu es en freelance, tu le fais un petit peu à ta sauce. Surtout quand tu génères tes propres rendez-vous, tu as de compte à rendre à personne. Le marketeur que tu vends, lui, les ventes que tu vas faire, il les aura pas faites. Si c'est pas toi. Donc voilà, là où la donne change un peu, c'est quand il te fournit les rendez-vous. C'est normal, il est un peu plus exigeant quand même sur la qualité de ton accompagnement, de comment tu l'accompagnes au téléphone et tout. Bah, ce qui est normal, hein, d'ailleurs. Ce qui est normal. Complètement, ça lui coûte de l'argent de générer des prospects. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est sûr. Ok. Et tu sais quoi, on revient sur l'histoire des groupes Facebook. Et en fait, c'est un truc que j'ai remarqué là. Tu sais, vu que je t'ai dit que ça fait quelques semaines que je suis bien sur les groupes Facebook et que je regarde un petit peu, surtout dans les groupes d'entrepreneurs. Et en fait, j'ai souvent vu ça là. J'ai repris des captures d'écran. Alors, regarde, une meuf qui dit ça, et c'est souvent des meufs d'ailleurs. Hein. Bonjour, en ce moment, je suis prise par des peurs. Peur de manquer, peur de la retraite, peur de la concurrence, peur de ne pas y arriver. Ouais. Ensuite, les autres que j'ai pris pareil dans le même truc. Quelles sont vos plus grosses difficultés? Censé dépasser vos peurs, trouver la motivation, et à réussir à oser se lancer et avoir confiance en soi. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Alors, tu vois, par exemple, pour celle qui dit peur de se lancer, machin, elle travaille en salariat à côté. Moi, j'ai un truc sur ça. Je me dis que si la personne elle a vraiment peur, elle peut garder son travail au début en salariat et dégager du temps pour développer son business en ligne, peu importe ou n'importe, à côté de son travail, si vraiment tu as vraiment peur. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça hein, qui ont peur de tout ce que je suis en train de dire. Tu viens d'énumérer, faut pas croire, hein, tous les gens qui font du business en ligne sont passés par ces peurs-là. Hein, donc, Tu les as eu, toi, bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y en a encore des peurs. L'entrepreneuriat, c'est des peurs au quotidien. Elles sont différentes avec le temps parce que bon, t'acquiers de l'expérience, de l'expertise, tu as quand même un back-end qui te permet aujourd'hui de dire bon, ça va quand même, j'arrive à faire de l'argent. Mais quand tu commences de zéro, bien sûr, toutes ces interrogations, elles sont présentes. Tu as une solution à ça, toi? Comme ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? La solution, tu viens de dire que tu n'es pas obligé de te lancer à 100%. Bien entendu, on ne te dit pas de te jeter dans le vide, tu es en CDI, tu balances tout et tu vas à fond dans... Il y en a qui l'ont fait, tu vois. Il y en a qui ont... Mais après, il faut avoir... Le problème de ça, c'est qu'en fait, j'ai remarqué aussi que si tu commences à expliquer à des gens, ouais, ok, t'es en salariat, alors du coup, il va falloir que tu t'organises pour dégager du temps, pour développer ton truc à côté de ton salariat. Là, j'ai l'impression que ça bug, ils n'y arrivent pas. Ils se disent non, mais c'est pas possible, je travaille trop, je ne vois pas quand c'est que j'ai le temps. Comment t'as des conseils sur ça ou pas? Est-ce que c'est des conseils? Je ne sais pas si c'est vraiment des conseils parce que je risque d'être un peu brut de décoffrage, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un. Ah ouais, t'es plus en mode. Tu veux quelque chose dans la vie, tu vas le chercher. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si à partir du moment où tu dis ouais, mais j'aimerais ça, va le chercher. Ouais. Ok, je suis en CDI, mais non, mais c'est pas possible de gérer deux trucs à la fois. Tout est possible. Ouais. Trouve ton organisation. Trouve le temps. Tu es là à regarder Netflix, à regarder des séries. Cette heure-là, tu la consacres à autre chose. Tu fais autre chose, d'accord?
Du temps, on en trouve. Du temps, on en trouve. On a 24 heures. Tu travailles 7 heures dans la journée. Il te reste, soustrait 7 heures à 24 heures. Tu as forcément 1 heure ou 2 à consacrer quelque part. Le week-end. Sachant qu'en plus, on en parlait en off, quand tu as 3 heures intenses, franchement, tu fais des bons trucs. Attention, si t'es vraiment focus. Hein. Si t'es vraiment focus, si t'as une bonne organisation, que tu arrives à dégager 3 heures, alors tu as le droit de te reposer après ton travail, tu as le droit de faire une sieste, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais 3 heures intenses, déjà, tu développes bien quelque chose, même en gardant un travail en salariat. Ouais, mais même je vais aller au-delà de ça. On sait très bien qu'on peut toujours, quand on veut, on peut. Et je vais aller au-delà de ça. C'est si t'as pas ce mindset à te dire j'en ai marre de ma situation, j'en ai marre de ceci et que tu mets rien en place. Je dis pas que j'ai été parfait, moi, dans mon parcours d'entrepreneur. J'ai beaucoup procrastiné. Hein. J'ai aussi parfois je disais que j'étais pas bien là, dans telle ou telle situation et je faisais rien. Et j'ai attendu longtemps avant de éventuellement mettre des choses en place. Aujourd'hui, j'ai quand même un train de vie qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable que ce qui était il y a 10 ans. Mais si je devais donner un conseil aux gens qui veulent se lancer, c'est lancez-vous. Lancez-vous. Vous n'avez pas le choix. Ouais, voilà. Vous n'avez pas le choix. C'est que tu peux pas être tu peux pas être dans une situation confortable quand tu veux entreprendre. Ah ouais. C'est impossible. C'est impossible. Ça n'a pas de sens en fait. Ouais. Enfin, je sais pas, ça va pas avec. Enfin, sinon, alors dans ce cas, tout le monde serait. Enfin, tu vois. Sinon, tout le monde serait entrepreneur. Sinon, tout le monde gagnerait de l'argent à côté. Tout le monde veut générer des revenus complémentaires en gardant en plus une sécurité. Tout le monde veut ça. Tout le monde aimerait faire ça. Mais dans ce cas-là, mets en place des choses et des actions, surtout, pour que les choses se matérialisent entre ce que tu veux et ce que tu vas obtenir. T'as des trucs en tête qui te viennent pour péter des peurs comme ça ? Parce qu'il y en a, ils sont vraiment paralysés par la peur. Hein. On a tout le temps peur. J'ai peur tous les jours, moi. Je suis un entrepreneur. Donc, hormis d'avoir un business vraiment, tu sais, le truc, ça fait 10 ans, t'as mis en place une pérennité. C'est presque une évidence que tu vas faire tel chiffre tous les mois. Est-ce que j'ai des conseils, des secrets ? Non, enfin, je veux dire, non, pas spécialement des secrets, mais des trucs qui viennent en tête, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont paralysés par la peur, hein, de plein de trucs. C'est ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup. Hein. À partir du moment où tu prends des risques mesurés au départ, si tu veux lancer ton business, tu prends pas vraiment de risques finalement. Qu'est-ce que tu risques ? D'échouer ? Ouais, t'as peur d'échouer ? Ça fait quoi ? Tu vas en mourir. Mais ouais, de quoi ? Au moins, t'as essayé. Ouais, c'est clair. T'as essayé. Et tu sais, la culture américaine, c'est tu ne peux pas réussir sans échouer. C'est une étape obligatoire, c'est d'échouer. Ça, c'est pour combattre la peur des gens qui disent « Ouais, mais j'ai peur de pas réussir. » Mais si t'as peur, essaye déjà. Essaye. T'as peur de ceci, t'as peur de cela. Dans ce cas-là, si tu restes paralysé par tes peurs, tu feras jamais rien de ta vie. Ouais. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est simple que ça. On te demande pas de prendre des risques démesurés. Je sais que tu as des enfants. Je sais que moi, j'ai une situation, j'ai des enfants. Donc forcément, quand je me lance dans un nouveau business, j'y vais pas corps et âme comme un fou, même si je suis un putain de gambler, tu vois, tu le sais, ça, on en reparlera après, peut-être sur d'autres sujets. Mais ouais, je prends des risques. Parfois, je suis un peu foufou, mais c'est des risques, malgré tout, qui sont réfléchis. Voilà. Je prends parfois des risques démesurés, mais qui sont quand même réfléchis parce que je sais que les risques que je prends ne vont pas non plus faire écrouler mes fondations de tout ce que j'ai mis en place. Ouais. Tu vois ? Ouais. Ouais, mais enfin, en tout cas, voilà, moi, ça, je l'ai vu très souvent sur les groupes. Donc, tu vois, pour être vraiment plus pro, pour commencer à voir vraiment le terrain, qu'est-ce qui se passe vraiment, tu vois, les gens. Et en fait, finalement, nous, on a oublié ça. Ouais. Mais il y a trop de gens qui sont comme ça. Ah oui, les gens, ils sont guidés par leur peur. Les gens sont guidés par leur peur aujourd'hui parce que là, pour le coup, c'est vraiment un message qui est sur un réseau de groupes d'entrepreneurs. Donc, c'est vraiment un réseau d'entrepreneurs, voilà, français. Et il y a au moins 50 000 membres dessus, tu vois. Donc, on parle quand même d'un truc, voilà. Mais ça reste tous les entrepreneurs en général, qui débutants ou autres. Et il y a souvent ça, avec plein de commentaires, plein de machins, tu vois. La réponse, elle est en eux. Hein. Ouais. Nous, on peut juste leur montrer la voie. Mais la réponse, elle est vraiment en eux. C'est à eux de franchir le pas et d'aller combattre leur propre peur. J'ai pas de solution miracle, si ce n'est que des conseils, parce que j'ai eu l'expérience et l'expertise de le faire. Mon historique fait que je te dis, voilà, j'étais comme toi il y a 10 ans, et encore aujourd'hui, parfois ça m'arrive d'avoir peur de douter, mais comme j'ai déjà... mon chemin de vie a fait que je suis passé par là, donc ça me fait plus rien en fait. C'est-à-dire que demain, je lance un truc, ça marche pas, je dis, fuck, c'est pas grave.
Je passe à autre chose. Voilà, j'expérimente, c'est ça aussi. Tu testes. Les gens, ils sont pas assez lâchés. Tu sais, enfin, souvent, ils sont perfectionnés sur un truc, ils se bloquent sur un truc, alors qu'en fait, il faut le lâcher prise aussi et dire, c'est bon. Bien sûr, bien sa sûr. mère, ça Bah, passe, ça tout passe ça, pas. je l'ai eu, hein, crois pas. Hein, je pense que la plupart des entrepreneurs, on a fait des erreurs. Enfin, est-ce que c'est vraiment des erreurs? Je pense pas que ce sont des erreurs, c'est de l'expérience. Bien sûr, c'est ça, exactement. Ouais. Mais bah, du coup, on va revenir sur l'histoire des tunnels de vente. Et comme tu as dit, vu que tu gérais donc des pages de vente sur le bien-être, tout ça, et t'avais configuré toi des campagnes email automatisées ou pas déjà, c'est la question. Et par rapport à tes lancements, parce que tu avais fait un lancement où tu avais généré 10K, c'est ça comment ça se passe? Alors moi, c'était un cas assez particulier. Et là où vraiment j'ai ma faiblesse, en tout cas dans cet écosystème, ça a été vraiment l'emailing. Tu vois, je l'ai négligé en fait. Je l'ai négligé, ouais, mais je l'ai négligé parce que je faisais du chiffre grâce à la pub. Donc forcément, j'étais content. Je faisais mon chiffre. Je trouvais que ça marchait. Donc, et je pensais même pas à l'emailing, tu vois, alors que c'est carrément complémentaire, voire super puissant pour attraper. Aujourd'hui, bon, j'en ai conscience, hein, 15 à 25% de chiffre d'affaires que tu laisses sur la table. Bah, les gens, bah, souvent les marketeurs ils disent ça, ils disent voilà, que tes clients sont dans ta liste email, quoi. C'est ça. Et j'ai beaucoup négligé cet aspect-là. Et je pense que j'aurais fait beaucoup plus d'argent si j'avais optimisé la partie emailing avec toutes les strates qui existent aujourd'hui. Alors, l'email à 10 000 euros, à 10K, c'est assez particulier parce que c'est une base email qu'on avait déjà constituée avec mon ex-épouse, en fait. C'était une base très qualifiée. Donc elle les prenait au fur et à mesure parce que le business, je l'ai co-créé avec elle. Et c'est une base email qu'elle a constituée avec le temps. Donc un peu comme moi avec les vidéos YouTube, c'est-à-dire des gens très ciblés, tout ça. Exactement, ouais, complètement. Voilà. C'était vraiment tiède, en tout cas, intéressé par cette thématique, vraiment l'avatar client. Ok. Et lorsqu'on a lancé, on a fait le lancement, donc on avait fait du teasing un petit peu. Je crois qu'on avait envoyé un petit email, un ou deux emails justement pour annoncer l'arrivée. Et il y avait des gens, on voyait qu'ils étaient déjà, ils avaient hâte du lancement de cette formation. Et lorsqu'on a lancé en une semaine, ouais, on a dû générer pas loin de 10K, tu vois. Mais on était attendu, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok. Et ça, c'est fait avec un email. Enfin, avec. Juste un email en disant ça y est, on a ouvert la formation. Il y avait un bouton, clac, t'es arrivé sur le tunnel de vente. Tunnel de vente où les gens ils achetaient, quoi. Donc il y avait une fermeture il y avait une ouverture et une fermeture sur l'offre qui arrivait quand c'était lancé ou pas? Qu'est-ce que tu appelles une ouverture? C'est-à-dire que c'était une offre promotionnelle à durée limitée? Ouais. Non, pas du tout. C'était un lancement. Ah si, bon, il y avait un prix, forcément. Il y avait un prix de lancement qui, par la suite, allait augmenter pour créer ce qu'on appelle de la scarcity, quoi. C'est, comment on pourrait traduire ça en français? Un effet d'urgence, voilà. Ouais. Effet d'urgence. D'accord. Ouais. Donc il y avait un prix de lancement. Voilà, et que par la suite, on a mis du temps quand même à le remonter parce que on avait beaucoup de retours de clients qui disaient ouais, mais elle était à ce prix-là et tout. Donc nous, on était assez commerçants, donc on disait bon, ok. Et du coup, par la suite, on a quand même remonté le prix. D'accord, ok. Ah ouais, quand même, t'avais des clients qui voyaient, qui se rappelaient des prix. Exactement, parce que sur le coup, faut pas croire. Il y a des clients qui n'achètent pas immédiatement parce que soit ils sont dans un contexte, soit ils n'ont pas les finances, soit c'est pas le bon moment, soit ils se sont dit je laisse ça de côté, j'achèterai plus tard, et hop, là, le prix il est remonté, ils se disent merde, putain, il y a tout ça, quoi, tu vois. D'accord, ouais, ok. Donc du coup, pour revenir à ça, ouais, t'as pas vraiment configuré de séquence email. Ouais, ça a été une grosse erreur de ma part, ouais. Non, après, s'il faut, ça a marché comme ça, mais... Bon, on a fait de la thune, hein, on a bien vendu, mais comme je te dis, je pense que j'ai laissé au moins 20% sur la table. C'est pourquoi? C'est parce que tu t'es dit ça marche, donc je me casse pas plus la tête que ça? Ou c'est parce que ça te faisait chier d'écrire des mails et tout ça aussi? Parce que j'étais multicasquette, hein, donc je créais les tunnels, je créais les pubs, j'allais chercher les miniatures, je créais les textes, avec la collaboration de mon ex-épouse, mais... J'en avais peut-être déjà. Enfin, c'est du taf. Hein. C'est du taf. Mais tu sais que moi, justement, j'ai été bloqué pendant longtemps avec ça. Donc, c'est ma meuf, en fait, qui m'écrivait mes mails au début et tout. Bon, maintenant, avec l'IA et tout, c'est beaucoup plus facile. Mais en vrai, tu vois, l'IA, pour faire tes mails, même si tu as des bons prompts,
c'est bien, il va t'écrire un truc, mais il va pas t'écrire comme toi, tu devrais écrire, tu vois. On va perdre ce truc-là. Et donc moi, ça m'a bloqué pendant longtemps, parce que moi, je suis très naze en écriture. Je fais des fautes. Bon, maintenant un peu moins de fautes d'orthographe, mais voilà, je veux dire, moi, écrire, c'est pas mon. Alors, carrément pas de mon truc. Et j'ai trouvé une technique comme ça, tu vois. À force, j'ai trouvé ma technique. Et maintenant, je me dis, putain, mais tu vois, je sais que. Ouais, mais là, tu me parles de l'IA, tu vois. Moi, quand j'ai lancé quand on a lancé cette formation, il n'y avait pas l'IA. En fait, J'étais complètement coupé. En fait, non, moi, ma technique, oui, l'IA m'aide, mais en vrai, tu peux la faire sans l'IA. Mais elle est toute conne, hein. C'est l'histoire des notes vocales. Tu te fais des notes vocales, tu réécoutes les notes vocales, tu réécris. Mais en fait, tu le fais en 2 étapes. C'est différent de. Parce qu'en fait, je pense que, tu vois, écrire une page de vente ou écrire un mail, ce qui va nous bloquer très souvent, c'est que tu vas te poser sur ta. Bon, déjà, si on n'aime pas le faire, déjà, c'est chiant. Mais bon, voilà. Et en fait, je pense que moi, ce que j'aime bien faire finalement, c'est l'exécution. Donc, en fait, si j'écoute. Par exemple, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était là et qui nous disait, vas-y, écris ça. Il va te dire ce que tu écris. Donc, tu peux écrire sans réfléchir. Mais ce qui est chiant, c'est de se poser, d'être devant ton ordi comme ça. On appelle l'histoire de la fameuse page blanche. Là, voilà. Et après, d'essayer de réfléchir. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est compliqué parce que de se poser pour réfléchir, c'est pas à ce moment-là qu'il va y avoir les idées. Les idées, en vrai, elles arrivent n'importe quand, en vrai. Elles arrivent n'importe quand, t'es dans ton lit, t'es machin. Donc, si tu vas te poser devant un écran comme ça, à vouloir attendre une idée, ça vient pas, c'est relou, tu vois. Donc, et en plus, ton cerveau, quand t'es devant ton ordi, t'es en mode exécution pour écrire. Donc c'est difficile d'avoir les deux ensemble. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Donc en vrai, le mieux, c'est comme si tu avais quelqu'un qui était là qui te dit, bon, écris ça. Ben, en fait, tu fais avec toi. En faisant une note vocale quand tu es dehors, machin, et tu vas réécouter ta note vocale et après tu vas écrire. Et là, ça sera plus facile. J'ai compris le process un peu que tu utilises et que je trouve très très bien. C'est comme tu dis, parfois c'est en voiture, tu as beaucoup plus d'inspiration. À ce moment-là, tu te fais une note vocale à toi-même et après tu reprends un petit peu tes notes et au moment où tu es devant le clavier et devant l'écran, tu fais une espèce de. Tu reprends tout ce que tu as dit et voilà. Et après, l'IA va t'aider à restructurer mieux ça, mais au moins ça reste un email toi personnel. Ça, c'est bien, tu vois. C'est clair que c'est une technique qui peut fonctionner. Je pense que c'est un fonctionnement, tout dépend de la personne, on est tous différents. Moi, j'ai déjà réussi à être devant l'écran et à pondre mes textes. C'est peut-être pas, je dis pas que c'était le meilleur moment ou pas, mais j'avais pas cette technique que tu utilisais. Que tu utilises maintenant. Je l'avais oui et non, parce que c'est vrai que parfois je conduisais et je me disais ah ouais, cette tournure de phrase là, elle est pas mal, faut que je la retienne, et je la retenais, et au moment d'écrire, je la retenais de tête, hein, tu vois, mais heureusement qu'il n'y en avait pas 50, parce que j'aurais... Avec la note vocale, elle revient, parce que sinon tu dis ouais, bah vas-y, je vais le faire tout à l'heure, et t'arrives sur l'ordi, merde, qu'est-ce que j'ai voulu dire, je te rappelle plus. Quoi qu'on en dise, l'IA aujourd'hui apporte énormément on va dire, de gains de temps, ne serait-ce que dans la génération d'idées et dans la rédaction, parce que parfois tu as des idées, mais qu'est-ce que tu es mauvais en rédaction, c'est-à-dire que le fait de le penser mais de le retranscrire sur une page de manière bien écrite, bien tournée, franchement, si tu es nul en copywriting, ça donne de la merde. L'IA, elle va te mâcher le travail au moins, je dis minimum au moins à 50%, je dirais même voire plus, et ensuite derrière toi, tu vas y mettre ta griffe, peut-être des mots à toi qui t'appartiennent et tout, mais le mec, il t'a fait gagner, honnêtement, il t'a fait gagner 3 heures, quoi. Ouais, c'est clair. C'est incroyable l'IA aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, je pense que ça devient un acteur incontournable. Enfin, moi, je le considère comme un acteur. C'est incontournable du 21e siècle. Non, mais c'est clair que c'est complètement incroyable. Toujours sur les groupes Facebook, une personne qui me dit ouais, je suis coach en confiance en soi pour les femmes. Hein. Je n'arrive malheureusement pas assez à me démarquer sur les réseaux, mis à part la routine d'interaction, plusieurs posts, tout le monde, les hashtags. Quelqu'un d'autre a des conseils, genre, parce qu'en fait elle n'arrive pas à se démarquer, tu vois, et ça c'est un truc aujourd'hui, pareil, tu vois. C'est la compétition, forcément. Des coachs, il y en a 15 milliards. Hein. J'utiliserai tous les outils qui sont mis à disposition aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand tu es coach, qu'est-ce que tu vends ? Il faut vendre ta visibilité pour vendre tes offres. Alors soit tu fais du trafic payant, mais est-ce que tu as le budget ?
pour tenir sur la longue. Est-ce que t'as les compétences pour créer des très bonnes pubs? Il faut du budget quand tu fais de la pub payante. Donc si j'étais plus dans une optique de bon, j'ai pas trop de budget pour l'instant, je vais pas faire de la pub payante, mais je vais capitaliser sur du référencement naturel et de la présence en ligne. Tu es obligé d'utiliser les outils qui sont à disposition. Donc, c'est-à-dire, tu fais une chaîne YouTube, tu apprends comment optimiser une chaîne YouTube pour justement répondre à des problématiques en tant que coach. C'était quoi, coach sportif, tu m'as dit? Ouais, confiance en soi. Confiance en soi, bon voilà. Ouais. Mais essayer de se démarquer, quoi, en gros. Tu fais une espèce de questionnaire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous? Enfin, voilà, tu fais des trucs, tu récoltes le maximum de data et tu capitalises sur des réponses orientées vers les questions qu'on t'a posées. Et tu fais une chaîne YouTube et tu alimentes tes réseaux sociaux. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire de la présence, donc tu captes des gens et tu utilises. Il faut aller chercher l'information, il faut aller chercher les bonnes stratégies qui fonctionnent et pas rester là en disant bon j'ai fait du hashtag, ça fonctionne pas. Bah ouais, ça suffit pas. Ça suffit pas si tu fais juste 3. Bah ouais, genre, ils viennent, ils disent ouais, j'ai mis des hashtags, j'ai mis des machins et il se passe rien. Tu sais, je fais beaucoup la corrélation entre le business en ligne et le sport. Ouais. Là, tu vas à la salle. Si tu viens, tu fais 2-3 mouvements et tu veux des résultats. Cherche pas à comprendre, tu les auras pas. Tu veux des résultats, tu bosses, tu veux un résultat harmonieux, c'est-à-dire il faut que tu bosses les triceps, tu bosses les biceps, tu bosses les pecs, tu bosses le dos, tu bosses les jambes. Là c'est pareil, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vas sur YouTube, tu vas sur Google, tu vas sur Pinterest, tu vas sur là où en fonction de ta thématique et de ton business, tu vas là où tu penses que l'audience allait et tu capitalises dessus. C'est du boulot, l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on va l'aborder, ce sujet un petit peu plus d'ordre privé, d'ordre personnel. C'est du boulot. Il n'y a rien de magique. Tu ne peux pas réussir si tu ne bosses pas. C'est pour ça, ouais, je pense que les gens ils se disent ouais, juste je mets 2-3 trucs, mais comment je fais pour me démarquer? Non, mais non, il faut y aller encore plus. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Tout le monde veut être reconnu. Tout le monde veut être célèbre. Mais personne ne veut bosser. Ouais. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça que je te dis, le sport, c'est pareil. Ouais, tu veux du résultat, bosse. Franchement, moi, je trouve que c'est une super comparaison. Ouais, sur un autre sujet, tu m'as dit que tu as racheté un business en ligne. Bon, ça rentre trop dans les détails, ça, mais est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu? Donc, c'est un truc un peu comme du dropshipping, on va dire, mais numérique, on va dire. Ouais, voilà, je rentrerai pas dans les détails du produit, hein, bien sûr. Ouais, c'est un achat c'est un site un peu. Bon, c'est comme de l'e-com, mais je commercialise pas un produit physique, mais un produit digital. C'est bien ça, déjà. Ouais, c'est top. Ouais, déjà, il n'y a pas d'envoi, il n'y a pas d'envoi physique de choses, comme tu faisais avant avec le e-commerce d'ailleurs. Exactement, voilà. L'e-commerce, c'était chiant parce que, bon, le drop, tu peux faire de l'argent, mais il y a quand même certaines contraintes. C'est quoi les contraintes? Du drop, bah moi, je vais te dire les erreurs, enfin pas les erreurs, mais les petits problèmes que j'ai eu, les problèmes d'envoi, c'est-à-dire que le client il te dit là, j'ai pas reçu le produit, donc tu es obligé de le rembourser. Pourtant, le tracking dit qu'il a été livré, donc tu sais pas trop finalement, est-ce qu'il a été livré ou pas livré. Ton fournisseur, à l'époque, j'avais pas trop ce problème-là, parce que je faisais pas des gros produits, mais c'était des produits qui étaient entre 30 et 20, entre 20 et 50 euros. Mais non, le problème de suivi de colis, retard, fournisseur qui a plus les produits, la vente elle a été faite, t'as plus le produit, il faut que je cherche un autre fournisseur. Et après, mis bout à bout, tu regardes tes marges, si tu fais de la pub, moins le produit, moins ceci, moins cela, moins les impôts, tout ça, tu te retrouves, tu te dis, bon, franchement, finalement, pour gagner beaucoup d'argent, il faut faire beaucoup de ventes. C'est super énergivore, tu vois. Donc là, c'est un peu la même chose, mais avec du numérique. Donc il n'y a pas de produit numérique, donc voilà, il n'y a pas de problème de transport. En 2 clics, c'est réglé. C'est comme de l'infoproduit. Hein. Tu ouvres ta formation, le mec, il achète ta formation, tu lui donnes 2-3 codes d'accès, c'est terminé, c'est plié. Je peux te donner un autre exemple. Voilà, tu vends des logiciels, tu vends une licence, tu vends un bout de code, hein, c'est tout. Hein. Ça s'arrête là. Donc forcément, tu as beaucoup moins de problématiques. Donc toi, c'est un site que tu as racheté, c'est ça? Complètement, ouais.
Pourquoi? C'est quoi que tu as racheté? C'est le tout? C'est que le site ou c'est quoi en tout que tu as acheté? J'ai racheté. Non, j'ai racheté un. On va dire, je vais racheter un site avec son trafic. Ok, d'accord. Voilà. Bah là, pourquoi j'ai investi dans ce site-là? Parce que en termes de rendement, j'ai trouvé ça intéressant. Les chiffres qui généraient étaient intéressants. En plus, c'était un site, on va dire un site tout jeune. Et je voyais déjà le potentiel. Parce que, comme je te dis, moi, je suis plutôt un investisseur dans l'âme. Et j'ai analysé les chiffres. Et pour moi, c'était un rendement de 10% mensuel. Pas mensuel. Tu te rends compte? Alors que pour aujourd'hui, générer des rendements annuels de 10%, va chercher un produit. Ok. Donc là, c'était un produit digital déjà. Donc on évite toutes les problématiques dont on vient de parler avec du produit physique. C'était un jeune site. Donc je savais que je pouvais scaler, c'est-à-dire vraiment pousser plus haut le chiffre d'affaires. D'accord. C'est un site qui générait un chiffre d'affaires par du référencement naturel. C'est-à-dire que voilà, c'était grâce à Google et YouTube que les clients venaient donc pas de pub payante. Donc tous les ingrédients étaient ouverts, enfin tous les voyants pour moi étaient ouverts pour que ce soit un bon investissement. Bien sûr, il y a toujours une part de risque. Bien sûr, ouais. Mais à ce moment-là, j'avais les capacités financières d'investir dans ce site et j'ai fait un calcul. Je me suis dit, bon, si je me débrouille bien, on va dire qu'en même pas un an, il est amorti. Il est quasiment amorti là déjà? Ça fait combien de temps que tu l'as là? Ça fait quelques mois, j'ai pas vraiment les chiffres en tête. Attends. Ouais, franchement, ouais, j'ai pas à me plaindre. En plus, je l'ai retravaillé, j'ai fait une refonte, j'ai optimisé 2-3 choses et je continue de l'optimiser parce que moi, quand j'investis dans un business, soit je le garde parce que je trouve qu'il est plutôt confortable et il ne vient pas, comment dire, ça vient pas déranger un petit peu mon train de vie ou ma manière de travailler. Il me prend pas trop de temps, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un business facile à gérer. Et aussi parce que j'ai une vision long terme. Parce que moi, si demain ce site me génère un chiffre d'affaires de manière pérenne et que je dois le revendre, j'ai de la data, j'ai des chiffres, je dis voilà, le site il génère entre 1000, je sais pas, j'ai une connerie, j'ai réussi à le stabiliser à 2-3 000 euros par mois de chiffre d'affaires, surtout que les marges elles sont exponentielles. Le mec, c'est un business, tu revends 70K, 80K, facile. C'est ce que tu voudrais faire dans le temps, si tu le fais bien monter ou pas spécialement? Pour l'instant, j'ai pas de. C'est bien, ça peut faire comme un loyer en fait, c'est des loyers en fait, numériques. C'est un revenu complémentaire qui demande pas une charge mentale et de travail énorme. C'est un business qui peut se revendre cher par rapport à ce que ça m'a coûté et par rapport à l'investissement personnel que j'ai mis dedans, tu vois. Donc aujourd'hui, si je devais te répondre, pour l'instant, je le garde parce qu'il est générateur c'est une des sources de revenus que j'ai aujourd'hui. Mais si demain, je pars sur un projet peut-être plus gros et j'ai besoin de trésor, je serais prêt à m'en séparer, bien sûr, pour réinvestir ailleurs. Le but, c'est ça, c'est de créer des choses, éventuellement de les revendre, comme quand tu fais de l'achat immobilier, tu vois. Tu achètes un bien, tu le retapes, tu fais ce que tu veux, tu peux le mettre en location et construire un patrimoine pour ta retraite. Ou alors, à un moment donné, tu as un gros investissement, je sais pas, tu pars sur un immeuble, je sais pas, de 15-20 appartements, tu dis, j'ai besoin de la trésor, je vends mon appart, tu vois. Et donc, qu'est-ce que tu penses du livre? Bon, on en a un peu parlé vite fait, mais... Et surtout, est-ce que tu l'utilises? Par exemple, ChatGPT, DALL-E 3, tout ça. Moi, j'utilise tous les jours, évidemment, mais... Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est hyper puissant. Après, je pense qu'il y a aussi il y a ses dangers, ses revers. D'ailleurs, je lisais encore un article tout à l'heure sur l'IA. Mais ma profonde pensée, ce serait que, évidemment, l'IA, c'est hyper puissant. Aujourd'hui, c'est un outil indispensable quand tu es entrepreneur digital. D'ailleurs, ça va supprimer on le sait, ça va supprimer ça va en créer d'autres, ça va en supprimer. Mais aujourd'hui, je trouve ça ouf.
ce qu'on peut Ce faire qu'on avec. faisait en 3 heures, on le fait en 3 minutes. Ouais, Ou en 3 secondes. c'est incroyable, incroyable ce que l'IA fait. J'ai pas de mots en réalité pour décrire ça. Aujourd'hui, est-ce que je suis pour ou je suis contre? Je suis pour. Non, ouais. Bah, on va pas Non, aller dans moi, si je dois me positionner, moi, je suis pour aussi. je suis complètement pour. Ouais. Maintenant, il y a des dérives. Forcément, dans tout, il y a des dérives. Avec l'IA, bien sûr, tu vas avoir des faits divers sur ça. Des mecs qui ont usurpé ça. Tu arrives à mettre des visages sur des corps. Tu peux faire ce qu'on appelle je lisais un article tout à l'heure, des étudiantes, les pauvres, et des étudiants qui se sont amusés à mettre leur visage sur des gens nus, enfin, sur des meufs nues. Et ils ont diffusé ça, et tu vois, c'est tellement bien fait qu'on pourrait penser que c'est vraiment elle, tu vois. Donc tu peux faire beaucoup de mal avec l'IA, mais quand tu... Exactement, mais quand tu pars dans une optique de bienveillance, tu fais que du bien. C'est-à-dire que c'est un outil qui te permet d'optimiser ton travail, d'être plus performant sur du gain de temps, sur plein de choses, tu vois. Moi, je vois l'aspect positif. Maintenant, bien sûr, il y a aussi des aspects négatifs, mais c'est une putain de révolution. C'est incroyable. Même surtout pour faire les pages de vente, pour faire les emails, enfin, moi, je l'utilise qu'à cette petite échelle-là, les miniatures YouTube. Et encore, on utiliserait, hein, j'utilise que quelques pourcentages. Même toi qui es monteur vidéo aujourd'hui, tu utilises aussi des outils qui te font gagner du temps parce que tu dis, bon, même voilà, Opus Clip, même si tu te dis, je pourrais faire mieux, mais le gain de temps il est tellement énorme que tu dis, ouais, fuck. Ouais, c'est ça. Tu vois, sur une vidéo comme là, on est en train de tourner, des reels, ça va nous en faire une centaine. Il va cut à mort dessus et tu fais 2-3 réglages à la con, ça va durer 5 minutes, terminé. T'as 50 reels, t'as de quoi alimenter pour un mois, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable ça, vraiment. On essaiera de faire un jour un podcast où on parlera que de ça, qu'on aura testé. Donc, moi je l'utilise pas, je pense pas autant que toi. Mais bien sûr, je l'utilise aujourd'hui, je l'utilise comme ça, ponctuellement sur des tâches. Sur ChatGPT alors. Ouais, beaucoup de ChatGPT, ouais. Okay. Ouais. Et Opus Clip, voilà. Ouais. Tu vois, c'est... À chaque fois que j'aurai des besoins, bien sûr, j'irai me renseigner pour voir s'il n'y a pas un outil ou un programme IA qui le fait déjà. Parce que pourquoi je vais me casser le cul à le faire? Ça se trouve, je vais le faire moins bien que lui. Je vais mettre 3 heures et lui, il va mettre 3 minutes. Tu vois, 3 secondes, ouais, même 3 secondes, tu vois, c'est incroyable. Donc, non, à fond IA, quoi. Bien raison. Ok, on arrive à la fin. Juste, bon, moi je connais pas trop, mais sur la crypto. Et pour finir avec ce sujet-là sur la crypto. Et en fait, c'est bien parce que ça parle un peu finalement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toi, tu as un mec qui prend des risques, des fois, tu t'en bats les couilles et tu y vas. Et hier, on parlait de ça, on regardait la crypto. Moi, je connais pas trop, mais c'est vrai que dans la crypto, ça fait fou et ça descend comme ça. C'est l'inverse de la bourse et du S&P 500 où la courbe, elle monte comme ça sur des années. Toi, ça va faire en quelques secondes, ça va faire fou comme ça. C'est les montagnes russes, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est les montagnes russes. Non, comment tu arrives à gérer ça? Et est-ce que tu as des petits conseils en crypto ou quelque chose, non? Alors, petit disclaimer, hein, je suis pas. Oui. Je vais donner pas des conseils. Je vais dire, en tout cas, ma vision des choses sur la crypto-monnaie. C'est pas des conseils en investissement, bien sûr. C'est la manière dont je vois l'investissement dans ce secteur d'activité. Déjà, si émotionnellement t'es pas fort, n'y va pas. C'est comme je te l'ai dit, c'est les montagnes russes. Tu peux prendre 20% en 24 heures, comme tu peux te faire dégommer de la même manière en 24 heures. Sur n'importe quelle crypto? Enfin, oui. Il n'y a pas des cryptos qui sont plus ou moins stables? Bien sûr, il y a des cryptos qui sont plus ou moins stables, c'est les plus connus, avec des fortes capitalisations. Tu as juste à aller sur CoinMarketCap, tu regardes le top 10 et voilà, tu as les 10 crypto-monnaies les plus connues, les plus stables, avec des grosses capitalisations. Donc, c'est pas des scams, c'est pas les mecs qui vont pas te prendre la caisse et se barrer du jour au lendemain comme ça, parce que tout est régulé, on sait qui sont les fondateurs, etc. Il y a des communautés derrière. Donc, quoi comme crypto? Classique, oui, voilà. Premier BTC, le Bitcoin, l'Ethereum, Avalanche, Solana, et j'en passe, quoi. Le Link. T'as juste à aller sur le site que je viens de te donner. D'accord, ok. Voilà. Et en tant qu'investisseur, bien sûr, moi je suis quelqu'un, j'ai un profil d'investisseur un peu gambler, comme on dit, hein, joueur, casino, paris sportif. Je suis passé par tous ces trucs-là. Donc, mais après, moi j'ai un mindset et un mental assez fort aujourd'hui.
Parce que quand je m'engage sur ces trucs-là, comme je te l'ai dit, je prends des risques parfois démesurés en termes pour quelqu'un de lambda qui mettrait même pas, je dis une connerie, 100 balles. Moi, je serais capable de me mettre 3, 4, 5K dans la soirée sur une crypto, oui, bien sûr. Mais je le fais et dès le départ, j'assume la responsabilité. C'est-à-dire, je porte mes couilles, quoi. C'est-à-dire, si demain je les perds, je vais pas être en mode je fais un burn-out pendant un mois, tu vois. J'ai joué, j'ai perdu, basta, ça s'arrête là, c'est tout. Je passe à autre chose. Je dis j'aurais pu prendre 3 fois, j'ai perdu, tant pis. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut avoir cette mentalité-là. Ouais, faut être très fort. C'est pour ça que je le dis. Que ce soit sur du moyen terme, du court terme ou du long terme, si dans la crypto, t'es pas prêt, tu y vas pas. Ou alors tu fais comme le bon père de famille qui calcule très très bien son facteur risque. Il place 2, 3, 4, oui peut-être, voilà. Il n'y a aucune critique, je ne le juge pas, je ne dis pas que c'est mieux ça ou ça. Moi c'est mon profil. Sur la crypto, je sais que tu peux faire beaucoup d'argent en très peu de temps et j'adore ça. T'as des résultats un petit peu, t'as des trucs j'ai déjà pris des bonnes sommes comme j'en ai perdu beaucoup. Et ouais, c'est des paris. Mais après, attention, hein, faut pas croire. D'un point de vue extérieur, on pourrait croire que c'est hyper dangereux, hyper risqué et tout ça, mais quand tu analyses bien ce marché-là et que tu t'éduques à ce marché-là et que tu suis un petit peu l'actualité et que tu comprends vraiment l'écosystème, parce que crois pas, hein, derrière, il y a des gens qui tirent des ficelles, hein, comme dans la finance traditionnelle. Ne crois pas que la crypto, genre, c'est décentralisé. Non, il y a ce qu'on appelle des baleines, il y a vraiment des gens qui font la pluie le beau temps dans la crypto-monnaie. Mais quand tu arrives à... il faut que tu sois un peu comme un surfeur, c'est-à-dire que tu prends la vague, il faut... Voilà, tu sens le truc, tu sens si tu dois la prendre ou tu vas te faire arracher, tu vois. Donc quand tu as compris vraiment l'envers du décor, j'ai envie de te dire, vraiment ce qui se passe en coulisses, tu peux faire beaucoup d'argent. Ouais. Honnêtement. Ça monte vite d'un coup, quoi, c'est surtout ça. Ouais. Là, regarde, là, on est en... Pour moi, on est sorti du beer. Là, je te parle, on est en novembre 2023. Le beer, c'est quoi exactement ? Le beer, c'est que c'est la période où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. C'est-à-dire que les cryptos, elles descendent, quoi. C'est-à-dire que tout le monde vend. Donc, tu te prends des claques et ça fait très mal parce que c'est pas la bourse, là. Là, c'est 80%, 90% de baisse. Là, tu te fais tuer, quoi. Si tu mets 1000 euros, et si t'es dans ça, ton compte, il arrive à quoi, 10 euros, quoi. Ouais. Ça fait très mal, ouais. Alors, soit tu as le mental pour garder tes crypto-monnaies, si c'est une crypto-monnaie quand même solide, qui n'est pas vouée à disparaître parce que c'était un projet de merde et tu as mis ton argent dedans et finalement, l'équipe, elle est dissolue, le projet, il est un peu comme un dépôt de bilan, quoi, de boîte. Y a des crypto-monnaies même très, très fortes qui sont dans le top 10, qui ont perdu plus de 50% de la valeur, voire 80% de la valeur. Mais si tu as des bonnes convictions, parce que tu sais que c'était le bear market, mais que derrière, c'est cyclique et qu'elles vont remonter, sois patient, c'est tout. Hein. C'est que les... Je reprends des termes je ne vais pas citer les mecs que je suis, parce que je les trouve super, tu vois, mais si tu as les couilles en titane et... que tu es un guerrier, derrière tu peux reprendre ta mise et voir multiplier tes gains par 10 voire plus, parce que dans la crypto-monnaie tu peux faire des fois 1000, des fois de 100, des fois c'est incroyable, ouais. Et c'est des marges de combien des fois quand c'est dans la montée? C'est exponentiel. Tu peux mettre 1000 balles, tu te retrouves avec 100 000 euros, tu vois. Comment parce que c'est comme ça la crypto-monnaie, c'est un milieu, c'est comme ça, c'est de la spéculation. C'est quand tu as compris les règles du jeu, je te jure. Il ne faut pas avoir d'émotion dans cette activité-là. Il ne faut pas s'attacher à une crypto-monnaie. Il ne faut pas avoir de sentiments. Tu es là pour prendre du bif. Et ça, je ne l'ai pas compris, tu vois. Moi, et je pense que de toute façon, hormis avoir eu un putain de coup de chance, et il y en a eu, hein, des mecs qui ont mis 1000 balles sur une crypto, ils se sont retrouvés millionnaires, tu vois. Bon, il n'y en a pas tant que ça, mais ça existe, tu vois. Et je sais pas ce que je te disais, excuse-moi. Non, que tu as dit qu'il y en a qui peuvent mettre 1000 euros et que tout d'un coup ils se retrouvent avec 100 000 euros, ça peut arriver, mais il n'y en a pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais si tu comprends bien les règles du jeu, je te jure que dans un bull market,
Même un singe, il fait de l'argent. Ok. Je te jure. Ouais, bah oui, parce que. Ouais, ok, mais Tout il faut monte. comprendre la montée et la redescente, Ah, c'est ouais, ça. voilà. Alors, moi, je conseillerais forcément aux gens de s'intéresser un minimum, si les gens qui veulent rentrer dedans, un minimum vraiment à comment fonctionne, qu'est-ce qu'une blockchain, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, à analyser un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières années pour comprendre les cycles. Vraiment s'éduquer, se former un minimum avant de se lancer corps et âme dedans. C'est ça. Donc, ouais. donc se former un minimum, quoi. Enfin, en tout cas, Ouais, quand même, ouais, connaître le projet qu'il y a derrière chaque crypto, on va dire. Un peu, non? Ouais, bien sûr, c'est important parce que si tu vises du long terme, du moyen terme, tout dépend de ce que tu recherches, encore une fois. Tu peux même investir sur ce qu'on appelle des shitcoins, des cryptos de merde. Mais tu sais dès le départ pourquoi tu rentres. Parce que tu sais que c'est une crypto qui va faire x2, x3 et après les mecs ils vont tous se barrer. Mais toi, tu rentres au bon moment, tu sors au bon moment. Donc tu prends l'argent sur la gueule des gens, quoi. Mais tu as accepté les règles du jeu dès le départ. Par contre, quand tu investis sur des cryptos beaucoup plus long terme, où tu veux capitaliser dessus comme le Bitcoin, parce que tu vois bien, il y a des analyses, des spécialistes qui disent que dans 1 an, 2 ans, aujourd'hui, c'est devenu une valeur refuge autant que l'or. Si tu as vraiment des bonnes convictions, tu gardes tes Bitcoins. Si tu en as acheté un à 15 000, 20 000, je sais pas, ça dépend au moment où tu es rentré et qu'on te dit que dans 3 ans, il est à 400 000. Elle est belle l'histoire. Il faut être patient. Il faut être joueur. C'est des cycles. Ouais, et il faut être joueur. Moi, je suis joueur. Après, t'es pas obligé d'être un gros joueur dans la crypto-monnaie. Tu peux investir 100 euros, 1000 euros et t'attends. Tout dépend encore une fois de ta strat, de tes objectifs de résultat. Moi, je vise des x10, x100. Donc, forcément, je suis le plus rapidement possible, quoi qu'il arrive. dans le cycle haussier. Voilà, parce qu'il y a cycle haussier, cycle baissier. Quoi qu'il arrive, ça va se passer. D'accord. Et quand ça chute d'un coup en général? Ouais, ça fait mal. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, donc il faut revendre juste là en fait. Tu vendras jamais au top, comme on dit, sauf coup de chance. Mais tu vendras en fonction de ta stratégie. Si tu es rentré avec 1000 euros et tu dis, bon, moi, je sors à 5000, tu vends à x5. Tu respectes ton truc, tu sors à x5, tu es en bénéfice, tu es content. Ou alors tu vends, tu récupères juste ta mise, tu es serein dans ta tête, tu dis, j'ai pas perdu d'argent. Je suis à 5000, je retire ma mise, je suis à 4000. Ça peut aller encore plus haut, je prends le risque ou pas. Ou alors tu peux sortir par palier. Voilà, t'es à 5000, tu sors 1000. Ça monte encore, t'es à 7000, tu dis vas-y, je ressors 2000, etc. etc. Ah oui, plutôt comme ça, ouais. Voilà. Ouais. Oui, ça peut être bien ça. Ouais. Comme l'investissement, t'es pas obligé d'arriver et mettre all-in sur la table. Ouais. Tu peux, là par exemple, ma strat sur les prochains mois, c'est ce qu'on appelle du DCA. J'investis, on va dire, en continu, chaque semaine. D'accord. Je te donne un exemple, je vais mettre 500 euros tous les mois sur 4 crypto-monnaies sur lesquelles je pense que ça va exploser. D'accord, okay. Donc tous les mois, j'investis 4 fois, c'est-à-dire toutes les semaines. Okay. Je mets 500 euros, donc j'ai investi 2000 euros par mois. Peu importe le cours de la crypto, qu'elle soit plus haute ou un peu plus basse, moi j'ai un prix moyen à un moment donné, c'est-à-dire j'ai acheté à 15, à un autre moment donné je l'ai acheté à 12, donc j'aurais un prix moyen à peu près à 13,50. Tu vois, j'essaie pas d'acheter au plus bas, j'achèterai peut-être par moment au plus haut, mais ça va s'équilibrer parce que j'en aurai acheté aussi plus bas. D'accord, ok. Et ça, c'est du DCA. Mais ça marche aussi en bourse, hein, le DCA. Ouais, bien sûr. Il faut être formé un minimum quand même sur ça. Je pense, ouais. Et je pense qu'il faut s'être fait scam quelquefois, comme je me suis fait scam, je me suis fait, comme ils disent dans le jargon, je me suis fait rec. Non, j'ai pris des baffes de partout. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en perdant de l'argent que tu apprends aussi. Hein. Tu dis, tu vas te pas... Excusez-moi, enfin, on va essayer de biper ce truc-là au montage parce que... Mais non, t'es obligé de te former un minimum, franchement. Sinon, tu vas prendre cher. Ouais. C'est sûr.